Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chers contradicteurs et chers publics. Avant que je ne vous démontre que la solitude est un choix, prenons le temps de voir à quoi renvoie réellement la notion de solitude et la notion de choix. D'après le dictionnaire, la solitude est l'état de quelqu'un qui est seul, momentanément ou habituellement. Autrement dit, lorsque l'on parle de solitude, on parle de quelqu'un qui est physiquement seul, qui n'a pas de contact, que ce soit physique ou verbal avec les autres. On parle aussi de solitude psychologique, c'est-à-dire le sentiment d'être seul. Et il est possible de se sentir seul moralement. En ce qui concerne la notion de choix, ça peut signifier le pouvoir de choisir, c'est-à-dire que le choix découle d'une volonté sans contrainte et sans limite. Par exemple, si une personne vous donne le choix de votre cadeau d'anniversaire, par exemple, eh bien, il n'y a pas de limite à la volonté. Vous choisissez le cadeau que vous voulez. Mais le choix peut aussi signifier l'action de sélectionner quelque chose ou quelqu'un, de le prendre de préférence à autre chose. Et donc, si on prend l'exemple précédent, si quelqu'un vous donne le choix de votre cadeau d'anniversaire, mais cette fois-ci le choix entre un stylo et un dessin, par exemple. Ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, dans ce cas-là, on va faire le choix selon une préférence entre plusieurs options. Ou en l'occurrence, dans cet exemple, le moins pire. Et en ce qui concerne... Maintenant, est-ce que la solitude est un choix ? A priori, on aurait tendance à penser que la solitude physique est un choix, mais que la solitude psychologique ne l'est pas. En règle générale, on fait la différence entre la solitude subie et la solitude choisie. Mais en réalité, la solitude psychologique, que l'on qualifie de subie, n'est pas réellement une solitude, mais simplement un sentiment de solitude. Je vais donc vous expliquer quelles sont les raisons qui poussent les individus à choisir la solitude de manière volontaire, une volonté sans contrainte. Puis, je vous montrerai que même la situation de solitude subie, donc psychologique, pousse les gens à faire le choix de la réelle solitude, donc physique. Un grand nombre de personnes font le choix de s'isoler, et cela pour de nombreuses raisons. Il y a tout d'abord des raisons internes. En effet, s'isoler des autres permet de se retrouver en toute intimité, d'être libre, d'être indépendant du regard des autres. Ça permet de vivre pleinement ses passions, d'être naturel, de ne pas avoir à adopter un comportement imposé par la vie en société. Car lorsqu'on est entouré, on n'est jamais réellement soi-même. Et lorsqu'on est entouré, il y a aussi du bruit, des éléments extérieurs qui viennent polluer l'esprit. Alors que lorsque l'on se retrouve seul, on est face à soi-même. Ça permet un épanouissement plus complet, plus intérieur de chacun. Il ne faut pas craindre d'être seul face à soi-même. Il ne faut pas craindre l'introspection. Il ne faut pas craindre de se poser des questions existentielles, s'interroger sur l'univers, se remettre en question. Et c'est cette solitude qui permet cette introspection et qui permet d'être en phase avec soi-même. Jean-Jacques Rousseau a dit, je cite, « Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je suis à moi, sans que je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. » La solitude est donc un choix, mais on peut même dire que c'est un besoin pour chacun. Beaucoup de gens préfèrent être entourés, n'aiment pas être seuls, mais pourtant la solitude est un bienfait pour chacun. Le choix de s'isoler peut aussi venir de raisons extérieures, comme le milieu social ou l'entourage. Certaines personnes n'apprécient pas la compagnie des gens qui les entourent,
ou le milieu dans lequel ils évoluent considèrent que les personnes sont nocives ou que le milieu les tire vers le bas. Et ces personnes vont donc faire le choix de s'isoler. Un auteur américain du XIXe siècle, M. Henry David Thoreau, a dit, je cite, « Nous sommes pour la plupart encore plus seuls lorsque nous allons ailleurs parmi les hommes que quand nous restons sous nos toits. » Donc ici encore, le choix de la solitude est plutôt un choix du sens de la sélection. On va préférer être seul plutôt que de côtoyer ou d'échanger avec des personnes qui ne nous conviennent pas. Maintenant, il nous faut évoquer l'état de solitude psychologique, et donc plus précisément le sentiment de solitude. Il est certain que nous ne choisissons pas de nous sentir seuls. Ce phénomène vient plutôt d'éléments extérieurs, comme un décès, un rejet des autres personnes, le caractère introverti d'une personne. Mais ce serait une erreur de croire que ce sentiment de solitude est une réelle solitude. Le fait de se sentir seul et le fait d'être réellement seul sont deux choses nettement distinctes. Même si des personnes peuvent se sentir seules, ils ont forcément un entourage, de la famille, des amis. Pour reprendre les mots d'Aristote, l'homme est un être social. On fait donc partie de groupes sociaux, de communautés. Pas forcément la famille, les amis, les proches, mais aussi le travail, l'école, la communauté religieuse ou même le voisinage. Et notre époque est de surcroît imprégnée des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'entourage peut même être virtuel. On peut créer ou maintenir des liens avec les autres via ces réseaux sociaux. Il est donc impossible de nos jours d'être seul, à moins de le vouloir, de choisir cette solitude. L'aspect psychologique existe donc, cependant, on ne peut pas le qualifier de réelle solitude, mais plutôt d'un isolement psychologique. En revanche, ce sentiment d'isolement peut, pour certains, pousser à faire le choix de la réelle solitude, c'est-à-dire la solitude physique. Par exemple, dans le cas d'un décès, le sentiment de solitude engendré par la perte de l'être cher va avoir pour conséquence l'isolation physique de la personne endeuillée. Ce manque qui est causé par le décès de la personne va faire que cette personne va choisir de rester seule car elle ne veut pas continuer sa vie comme si de rien n'était. Et donc, il y a tout de même un choix, qui est un choix au sens de la sélection. La solitude vaut mieux que de vivre sa vie comme si de rien n'était. Un autre exemple, pour les personnes rejetées, pour une différence comme le handicap par exemple, pour ces personnes, le contact avec l'autre, les potentielles moqueries ou même le regard des autres, eh bien, est à éviter, il effraie. Et donc, ces personnes font le choix de s'isoler. Encore une fois, un choix au sens de la sélection. Elles préfèrent être seules plutôt que d'affronter le regard des autres sur leurs différences. Je pourrais conclure en disant qu'en règle générale, la solitude est le fruit d'un choix, d'une réelle volonté sans contrainte, un réel besoin d'être seul. Car oui, la solitude n'est pas synonyme de dépression, de tristesse ou de manque, mais plutôt de liberté, d'indépendance et de calme. Et lorsque la solitude réelle résulte d'un isolement psychologique, il est vrai que la solitude est relativement subie, mais elle demeure le résultat d'un choix. Un choix sélectif, une préférence par rapport à une autre situation, mais ça n'en est pas moins un choix malgré tout. Merci. Nous n'avons jamais eu autant de connaissances grâce au numérique et paradoxalement autant de personnes qui se sentent seules. Ce sont les propres termes de Philippe Carli, président de l'association Astrée,
qui lutte contre la solitude, à tout âge. Mesdames et messieurs, chers jurys, chères contradictrices, merci de m'accueillir aujourd'hui pour vous dire que non, non, la solitude n'est pas un choix. Et avant d'entrer plus en détail dans la solitude, j'aimerais vous présenter ma petite peluche. Ma petite peluche s'appelle X. X est seul. X n'a malheureusement pas de vrais amis. X est une personne que l'on ne remarque pas. X est à la vie relationnelle ce que Monsieur Valls est à la vie politique. Elle est là, mais on ne la remarque pas. Et X va me servir d'exemple tout au long de ma prestation. Donc, bonjour X. Cet ourson est donc seul. Il subit la solitude. Mais qu'est-ce que la solitude finalement? Avant de commencer par comprendre ce qu'est la solitude, j'aimerais vous poser une question. Dans cet amphi, qui s'est déjà senti seul? Qui dans cet amphi a déjà senti ce sentiment d'incompréhension face à l'égard des gens? Qui a déjà senti ce vide, ce mal-être? Je ne parle pas seulement des fois où vous étiez seul. Je parle des fois où vous étiez accompagné. Car oui, il ne suffit pas d'être accompagné pour subir la solitude. Oui, la solitude touche tout le monde. Que l'on soit riche, pauvre, que nous ayons 56 ans ou 2 ans. La solitude touche tout le monde. En réalité, la solitude a autant de sens que de personnes qui la vivent. Il faut donc donner 2 nuances à la solitude. Déjà, premièrement, il n'y a pas que la solitude, il y a l'isolement. L'isolement, c'est l'état où une personne est physiquement ou socialement coupée des autres. La rareté des liens entretenus par des personnes dans un cercle social. Le cercle social peut très bien être la famille, le travail, etc. Et tout cela sur une période. Plus concrètement, X est isolé. X n'a pas de lien avec son groupe. Avec un autre exemple plus historique, l'ostracisme. L'ostracisme, c'est quoi? C'est dans l'Antiquité à Athènes, concrètement, hop là, Benoît a disparu, Benoît, on ne l'aimait pas. On l'a banni. A contrario, la solitude, c'est être entouré. On peut très bien être entouré. C'est un état émotionnel qui survient lorsqu'une personne se sent seule. Elle renvoie à un vécu subjectif qui survient lorsqu'une personne se sent donc seule et qui peut se définir à partir de l'isolement, mais pas que. X n'est plus isolée, X est entourée. Mais elle est seule, elle se sent seule, qu'on le veuille ou non. Je reviens donc à mon premier raisonnement. Une personne, qu'elle soit seule ou non, peut subir la solitude et se sentir seule. L'isolement et la solitude sont interdépendants dans une certaine mesure. L'un peut découler de l'autre, mais pas toujours. Seulement, l'isolement peut être un choix. La solitude ne l'est pas. La solitude est donc un sentiment. Un sentiment est-il un choix? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un sentiment? Avoir peur, tomber amoureux, être stressé, être énervé, est-ce un choix? Le sentiment, selon le dictionnaire Larousse, c'est l'état affectif complexe et durable lié à certaines émotions ou représentations. La solitude correspond à cette définition. C'est un état affectif et complexe, parce qu'elle peut être vécue différemment par tout à chacun. Elle est durable, parce qu'elle n'est pas une phase, contrairement à l'ennui. Et elle est une réaction à une situation dans laquelle X perçoit mal sa place dans un groupe. C'est un événement propre au corps, qui ne peut en soi pas être réprimé. Certes, elle peut être contrôlée. Quand je suis amoureux, je ne me jette pas sur la personne comme ça. Mais est-il possible de cesser d'être amoureux? Hop, là. Est-il possible de ne pas avoir peur lorsqu'on sort des partiels et qu'on a loupé ces partiels? Je ne sais pas. C'est donc un sentiment subjectif qui n'appartient à personne d'autre qu'à soi et qui ne peut donc, en conséquence, pas être choisi. Mais pourquoi ce sentiment existe-t-il chez l'homme? Et surtout, en quoi le subir n'est un choix d'aucun homme, mais seulement d'une pression sociale. Pour comprendre tout cela, il faut retourner dans le passé, au Paléolithique. Je vous parle ici d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
À cette époque-là, nous sommes pour ainsi dire dispersés. Nous étions, selon Hobbes, désolidarisés, avides de pouvoir et en constante guerre. Un bon résumé de 900 pages de pur plaisir. C'est l'état de nature. Comprenant que nous ne pourrions pas vivre ainsi éternellement sous peine de nous éteindre, nous nous sommes unis à nos prochains, léguant ainsi notre liberté au pouvoir de la société et de l'État. C'est le pacte social. Maintenant en communauté, le cerveau humain a évolué, de telle manière qu'il soit nécessaire pour lui de ressembler et se conformer aux autres et pour sociabiliser et éviter par tout moyen de finir seul. Cette évolution s'est traduite par la douleur sociale. C'est ici, en réalité, une forme d'alarme qui pousse notre corps à se défendre face à la solitude. Cette fonction nous permet, comme jadis, d'être acceptés au sein d'un groupe et éviter d'être rejetés par celui-ci. Il fut une époque où il fallait à tout prix éviter tout comportement qui pouvait aller à l'encontre du groupe. Pour nos ancêtres, l'exclusion, la solitude, équivalait à la mort. L'isolement, la solitude par l'isolement est donc une peur primitive chez l'homme. L'homme est un animal social, disait Aristote. La solitude est donc l'antithèse de l'homme. Qui de pleinement sans esprit choisirait quelque chose qui va à l'encontre de son ADN, qui va à l'encontre de sa survie? Vous savez quoi? Revenons vers des temps plus proches. Car non seulement cette alarme n'a pas cessé, mais elle trouve un exemple concret aujourd'hui. Ça s'appelle le collège. Les enfants, comme ces hommes, s'efforcent de ressembler aux autres pour appartenir à un groupe et échapper à la solitude. L'alarme s'est réveillée et a pris son sens lorsque l'enfant a compris que s'il ne fait pas partie du groupe, il finit exclu, isolé. Trop jeune et sans repère, il est donc largué à la solitude. Alors, la mort d'antan est aujourd'hui la mort sociale. Et l'homme, 30 000 ans plus tard, est encore un loup pour l'homme. La solitude n'est donc pas un choix, elle est une punition, elle est un châtiment. Je devais avoir un petit marteau, mais je ne l'ai pas. Aujourd'hui, l'individualité prime et promeut l'isolement. Le mouvement nous empêche de nous rencontrer. Qui se marie encore avec son voisin? Qui, aujourd'hui, a sa famille à moins de 10 minutes de chez lui? Si l'individualisme nous empêche de nous rencontrer et donc de combler ce vide, alors le cerveau aura souvent tendance à activer cette alarme. La souffrance que vous subissez et le courroux, la souffrance dont vous subissez le courroux n'est donc qu'une réaction à votre corps face à la solitude. Nos relations sont aussi plus précaires à cause de la vie. Nos relations sont aussi plus précaires à cause de la vie. Plus on grandit, plus le poids de la société pèse sur nos épaules. Fut un temps où mes préoccupations étaient Cars et Peppa Pig. Maintenant, elles sont les charges et un appartement trop humide. Comment nouer un lien avec des gens lorsque l'on court partout et constamment pour un appartement, et pour des études, et pour du travail, et pour des rendez-vous à longueur de journée, en étant tous loin de nos familles et de nos anciens amis? Évidemment, je parle de la vie de ce nounours, et pas de la mienne. Comme dit plus tôt, c'est du manque du repère que naît la solitude. La solitude se gagne lorsque les instants se perdent. Alors aujourd'hui, dans la vie courante, chacun d'entre nous subit cette solitude. Elle est tellement indolore que plus personne ne la voit. Elle est considérée comme une composante de la société. Les connaissances viennent et partent, mais qui possède encore de vrais amis? Ce mal-être nous guette tous. La solitude est le mal de nos générations, et force est de constater que Monsieur X ou Madame X est né dans un monde où tous les congénères portent le même diminutif. Alors, comment choisir quelque chose qui est ambiant? Je me tourne maintenant vers vous, Madame Taher Alaoui. J'ai une question. À l'heure et au lendemain du Covid, où les plus précaires subissent de plus en plus cette solitude, avec les pressions sociales et économiques, où nos grands-parents, seuls dans ces chambres vides, vivent la tristesse de ne plus voir leurs petits-enfants qu'en photo, où nous, jeunes adultes, souffrons de plus en plus de ce mal-être invisible. À cette heure-ci, comment pouvez-vous encore affirmer que la solitude est un choix? Merci. Alors, merci pour
ce discours avec les petites peluches et tout, très amusant. Le problème de votre discours, c'est qu'il repose sur le sentiment de solitude. Vous avez bien comparé avec d'autres sentiments comme l'amour, la peur, mais tout cela ne sont que des sentiments. Ce n'est pas une réelle solitude physique qui est, à proprement parler, la solitude. Vous avez aussi parlé de l'état de nature et du pacte social, ce qui prouve d'autant plus que c'est la solitude qui est un choix. Pourquoi ? Parce que, d'après des études archéologiques, l'état de nature n'a jamais existé. On a toujours été en société. Toutes les espèces d'hommes ont toujours vécu en communauté. Ce qui montre que le caractère social de l'homme est naturel. C'est ça qui n'est pas choisi. C'est la solitude, le fait de s'isoler des autres, qui est un acte qui est actif. Le fait d'être entouré, c'est un acte passif, en réalité, vu que c'est naturel. Mais le fait d'être seul, c'est vraiment un choix. Il faut agir pour atteindre cette solitude. Vous avez ensuite, à la fin de votre discours, parlé du Covid, des personnes âgées qui ne peuvent pas, qui ne reçoivent pas de visite. Eh bien, certes, pendant ce confinement, la solitude physique était bel et bien présente. Mais ne serait-ce pas l'exception qui confirme la règle ? Car en réalité, cette solitude durant la période du Covid n'a pas été choisie, mais elle n'était pas non plus naturelle. Ça a été imposé à tous. Merci. Merci pour votre réponse. Alors, vous me reprochez de ne pas parler de la solitude physique. Et en fait, je crois que vous n'avez pas compris la distinction entre solitude et isolement. L'isolement, c'est... Alors, attendez, il faut que je retourne à la page. L'isolement, c'est ça. Hop. C'est votre solitude physique. Moi, je vous parle du sentiment, donc. Le sentiment, c'est ça. Vous êtes regroupés et pourtant, vous vous sentez seul. Ça n'a donc pas non plus, ça n'a donc pas de sens de considérer que la solitude physique et sentimentale, c'est la même chose. L'isolement permet l'épanouissance, peut-être. La solitude est un sentiment. Le sentiment que vous vous sentez seul, que vous ne pouvez donc pas vous sentir heureux si vous êtes seul. Ou que vous avez ce mal-être en vous. Ensuite, pour continuer, j'ai des chiffres qui datent de janvier 2024, du 24 janvier 2024, lors de la journée mondiale de la solitude, qui montrent très clairement que la solitude n'est absolument pas un sentiment qui peut être positif, étant donné que en 2023, 12% des Français se trouvent dans une situation d'isolement. Donc, hop, comme ça. Une personne sur 3 n'a aucun ou qu'un seul réseau social. Une personne interrogée sur 5 indique se sentir régulièrement seule. Parmi elles, 83% en souffrent de cette situation. Un chiffre en progression de 4 points par rapport à 2020. J'ai aussi une autre étude qui vient compléter ma thèse et qui dit que la solitude est associée à une augmentation de 60 à 70% de risque de décès sur une période de 7 ans. Certains chercheurs estiment même que le fait d'être isolé et de subir la solitude équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Comment peut-on donc choisir quelque chose qui va nous tuer ? Voilà.